Hem, voilà comment je vous propose d'aborder tout ça. On va faire une petite introduction sur, voilà, sur mon profil, on va dire. Puis après, j'ai 4 projets que j'ai sélectionnés qui me semblent, assez, parlants, sur les discussions d'aujourd'hui, avec beaucoup de choses, en fait, qui ont déjà été, abordées, qui seront, bah, illustrées au sein de ces projets, allant de la question des interfaces, de d'écriture, d'usage de l'IA avec des spécificités, voilà, notamment sur de l'interfaçage, de la programmation aussi. Et un dernier projet, donc le numéro Landslide, assez particulier puisque lui, il est work in progress, donc je l'ai très peu présenté jusqu'à maintenant, mais et vous allez voir, il aura enfin, je l'espère, du sens sur l'utilisation de l'IA, donc dans un jeu vidéo. Euh, alors, je me suis assez retrouvé dans la présentation d'Arnaud et dans sa définition du profil. Alors, moi aussi, je suis assez euh, multicasquette, en tout cas, donc designer de médias interactifs. J'ai une pratique de la programmation créative et j'enseigne slash recherche donc au sein de l'ESSAD à Orléans. Donc c'est un peu par ce mélange-là ben, que je me définis, ce qui donc est forcément, j'imagine d'une certaine manière, un peu plus complexe qu'avec une seule voix, mais c'est aussi ça qui peut-être fait les spécificités de mon approche, donc euh, du jeu vidéo en passant par des projets matérialisés, imprimés, jusqu'à des sites web. Peut-être que vous allez le voir dans les projets qui vont suivre. Le web design, la création d'objets web, donc sites et autres expériences mélangeant à jeux vidéo, interface, interaction dans des sites web, serait peut-être le cœur. Donc c'est principalement là-dessus enfin que je vais vous présenter pour que évidemment il y ait quand même une question de choix pour nous aujourd'hui. Hop là. Je vais commencer par l'axe recherche, donc par mon poste d'enseignant donc à l'ESA de Orléans. Alors, pour rentrer dans le sujet de l'intelligence artificielle, donc au sein du programme de recherche édition Media Design, on a travaillé cette année avec des étudiants de deuxième cycle, donc 4 et cinquième année, sur des projets dans lesquels l'intelligence artificielle était un enjeu pour les étudiantes et les étudiants de pouvoir co-créer avec ces outils, donc en tout cas de les intégrer dans leur process. Une fois qu'on a dit ça, bah, il y a évidemment plein d'enjeux qui arrivent. On a au sein du programme orienté sur bah, à la fois nos spécialités, la mienne en l'occurrence aussi pour la fabrication, mais aussi sur d'autres comme la narration et la fabrication de ces systèmes, sur des enjeux à la fois narratifs et donc sur des supports de web, de sites web et de jeux vidéo. Donc là, les petites vignettes que vous avez sous les yeux donc, sont un jeu vidéo de sites web et, enfin, et un autre jeu vidéo sous la forme d'un musée. Donc, déjà, c'est un élément qui est assez intéressant parce que entre les projets que je mène en parallèle de l'enseignement et l'enseignement, bah, c'est une recherche déjà qui me permet de nourrir les deux et d'accompagner les étudiants et les étudiantes à réfléchir sur cette place, la place de cet outil et la manière dont ils veulent aussi l'aborder en tant que designer, notamment aussi au regard de nos propres pratiques. Alors, le fait d'aller sur ces formats-là, donc en fait, on a questionné plusieurs choses. J'ai essayé d'isoler ces premiers points, donc des corpus d'images qui permettaient bah, d'initier le travail au départ, qui impliquent donc des choix, de l'organisation, des descriptions. Donc là, je parle vraiment de description d'images pour travailler avec des outils qui vont ben, les analyser, voilà, donc les décrire. Mais on n'a pas laissé seulement les machines les décrire. Il y a eu aussi un travail des élèves dans cet axe-là. On a eu aussi un travail sur étendre des œuvres, donc là, dans un format de musée numérique, dans un jeu vidéo, et comment l'intelligence artificielle ben, venait compléter des projets déjà existants. Évidemment, ça va renvoyer à une culture générale, une culture graphique, une culture de l'histoire de l'art, et de positionner ça aussi vis-à-vis de ces domaines.
Designer et coder des chatbots, c'était un des enjeux aussi de ce semestre, notamment par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites ce matin et cet après-midi. Le fait de travailler avec des API ou des GPT, de l'audio et de sortir de l'interface la plus connue, en tout cas que les étudiantes et les étudiantes connaissaient forcément, c'est-à-dire ChatGPT, et plutôt dans les coulisses, voir comment penser à des projets qui peuvent utiliser ces systèmes-là, mais qui vont le faire dans une manière assez spécifique, c'est-à-dire avec des choix de designers et d'outils aussi, et donc comment interfacer ces différents éléments. On a beaucoup parlé des interfaces, j'y reviendrai un tout petit peu, mais je ne vais pas m'étaler trop sur cette partie-là. Évidemment, c'était par rapport à ce grand modèle de ChatGPT et son interface, donc en un petit WhatsApp, enfin de discussion, très simplifié, grand public et très facile à utiliser. Bah, justement, qu'est-ce qui permettait de se positionner par rapport à ça et bien évidemment bah, de proposer autre chose pour interfacer un humain avec un système d'intelligence artificielle. Et enfin, j'ai fait la toute petite intervention ce matin sur ça. C'est un élément sur lequel on est assez attentif aussi, c'est de ne pas aller vers la simplicité et de prendre en compte que l'intelligence artificielle, au travers de plein de sujets de réflexion qui ont déjà été évoqués, mais ramenés à nous, même si on en prend plusieurs en compte, mais déjà sur le champ du design et de la création, bah, c'est un champ qui est complexe et qu'il faut accepter comme tel pour éviter, encore une fois, une simplification qui pourrait être risquée, voire problématique à différents niveaux. Donc voilà, ça c'est des grands enjeux qui m'animent dans la pédagogie, donc au travers du programme de recherche à Orléans. Euh, Comme je vous le disais, donc j'ai plusieurs casquettes, plusieurs facettes au travers des projets que je mène. La composante étant très orientée sur le design d'interaction, des procédés dans lesquels je mets en place de la narration, des univers. Et justement, ça m'amène à évoquer un point que j'espère pourra être voilà, discuté ou en tout cas partagé avec vous cet après-midi. C'est aussi une réflexion esthétique en prenant un peu à bras le corps finalement qu'est-ce qu'on peut produire avec l'IA. Je dis bien avec, hein, en acceptant voilà, de l'intégrer dans un processus et notamment sur des champs esthétiques et de pouvoir le questionner. Donc ça, c'est un travail que je mène voilà, depuis ces derniers mois, on va dire, qui accompagne de toute façon aussi le grand essor de l'intelligence artificielle récente. Hein. Je ne reviendrai pas sur les éléments historiques, c'est d'ailleurs pas ma spécialité, mais ils ont été évoqués déjà plusieurs fois. Ce travail-là, il m'a amené à être récompensé en juin dernier sur un site qui s'appelle Subterranean Dreams, donc dans un prix qui s'appelle le Club des directeurs artistiques, dans une catégorie qui s'appelle narration interactive. Alors je le mentionne là aussi parce que c'est assez intéressant, parce que déjà je ne fais en sorte de ne pas aller vers des axes de récompense qui intégreraient purement l'intelligence artificielle, mais plutôt de l'intégrer et de l'accepter à peu près comme un élément d'un process de designer. Alors, encore une fois, hein, je le répéterai plusieurs fois, mais il n'est pas neutre et bien sûr, il a des questionnements, il a des impacts, mais pas spécialement non plus plus mis en avant que ça. Donc, il y en a un peu dans ce cycle-là, notamment quelques pistes déjà de réflexion sur de l'écriture, sur de la narration à l'intérieur d'un projet. Mais je vais le détailler un tout petit peu plus sur les projets suivants. Juste avant d'aborder les premiers projets, j'ai réalisé un site web, même plusieurs sites web, ceux dont on va parler juste après, dont un processus questionne l'intelligence artificielle. Et j'ai pu avoir un peu la chance d'échanger avec Exactly, donc Exact AI, qui est
un outil d'intelligence artificielle qu'on peut entraîner, qu'on peut utiliser, qui travaille avec un Canva, donc qui est assez intéressant dans son utilisation. Et j'évoque juste l'article, si ça vous intéresse, pourrez regarder, mais il y a juste un point que je veux un peu mettre en avant, c'est que finalement, on a échangé dans cet article-là plus sur la manière dont on va rentrer en dialogue avec l'intelligence artificielle, dont on va rentrer avec l'utilisation, plutôt que qu'est-ce qu'on en fait à proprement parler. En fait, c'est plus un parcours initial et la manière dont on a déjà des habitudes de travail en tant que designer, plus que l'outil choisi à proprement parler. J'entends bien que ça pose encore d'autres questions. Donc là, bah, cet aspect de curiosité, de veille, d'enseignement et ce profil un peu multicasquette comme ça, bah, voilà, était un peu le cœur de de la discussion au sein de cet article. Pour finir sur cette introduction, je voulais partager avec vous donc quelques questionnements qui sont venus au fur et à mesure hein, de ces différents mois, euh, voilà, de ces différentes réflexions sur l'intelligence artificielle dans des projets, dans la pédagogie. Il y a des choses qui ont déjà été abordées aussi, donc voilà, j'espère que certains éléments ne sont pas trop répétitifs, mais ils restent quand même assez fondamentaux de toute façon. Donc des questions comme l'authenticité, la question aussi des souvenirs, de l'imaginaire. Alors je rentre pas particulièrement dans le détail des éléments qui sont des citations voilà, que vous pouvez avoir sous les yeux, mais elles ont été vraiment importantes pour moi aussi dans la fabrication de ces différents éléments-là. Donc je le répète, c'est-à-dire que intégrer l'intelligence artificielle dans des process que j'avais déjà m'a amené énormément. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est partagé, mais je pense que, en tout cas pour aujourd'hui, oui, de toute façon, à le prendre avec un ensemble de questionnements. Donc, notamment, par exemple, à la question de l'imagination, puisque ben, les intelligences artificielles seraient un peu ce champ dans lequel on peut plonger et aller dans des imaginaires un peu infinis. Voilà, donc l'imaginaire existait bien avant l'intelligence artificielle, mais je trouvais que c'était quelque chose d'assez intéressant. Quelle narration ils vont, cet imaginaire-là va l'amener. La question du passé, du futur, du présent, c'est des choses qui me semblent importantes. Est-ce que une archéologie des intelligences artificielles pourrait être aussi un sujet pour revenir dans le passé? Alors encore une fois, le passé étant en fait un passé proche, hein, mais sur des versions anciennes de Midjourney, d'autres utilisations qui ont été faites, qui sont balayées évidemment assez vite, relativement utilisables encore, mais avec quand même certaines problématiques, puisqu'on va aller évidemment plutôt à la vitesse qui sont imposées par les entreprises qui font ces outils. Voilà, donc ces questions de temps, elles m'intéressaient beaucoup. Euh, pour finir sur ces questionnements-là, il y en avait encore deux autres. Donc, la réception des images était quelque chose qui était très importante pour moi en tant que designer et personne qui fabrique à la fois ben, des systèmes, des interactions, mais aussi quand même des images. En tout cas, il y a quand même une place par rapport à ça. Et que j'aime beaucoup dans les dernières lectures que j'ai pu faire, aller sur une réflexion finalement de revoir un peu ses habitudes. En tout cas, dans la production et dans la réception, il y a des choses à revoir, à reconfigurer. Voilà. Et pour finir, la question de la standardisation, c'est ce que je disais à l'instant et qui sera aussi un des fils rouges. Cette standardisation, ou en tout cas cette manière de travailler de l'esthétique, des styles, des approches graphiques, euh, un peu au-delà évidemment de la couche la plus visible et de la manière dont il pourrait être utilisé. Donc à la fois bah, dans un outil qui est aussi très grand public et qui est aussi utilisé par des professionnels. Donc il y a aussi quelque chose un peu de cet ordre-là qui me semble être quand même un peu moins vrai vers une suite Adobe par exemple, qui me semble être un outil moins utilisé chez des non-professionnels, alors que l'IA me semble être extrêmement intégrée, voire même partout, comme le disait Anthony ce matin.
Alors, rentrons maintenant dans les projets. Donc, par rapport à cette introduction et ces différents sujets, bah, j'essayerai à chaque fois un peu de repointer à quel endroit dans ces projets que je vais vous présenter, bah, j'ai essayé de questionner ou en tout cas d'approfondir. Le premier, donc un site web qui s'appelle Diagram, donc, comme vous le voyez, un jeu de mots sur IA dans le mot. Euh, alors, je commence par celui-là parce qu'il est assez spécifique et il intègre pas mal de questions qui m'intéressaient dans ma veille sur les intelligences artificielles et qu'est-ce qu'elles pourraient permettre de faire. Euh, alors déjà, euh, le point de départ de ce projet est de non pas imaginer s'il faut écrire des prompts ou s'il faut utiliser un outil pour fabriquer des visuels, mais plutôt partir sur un travail que je réalise constamment et depuis des années et des années, depuis mes études et depuis mon parcours professionnel, c'est des dessins de schémas, d'esquisses d'interface, de maquettes. Alors là, je parle plutôt à la main, hein, plutôt sur quelque chose de type carnet ou voilà, un petit dessin voilà, qui peuvent aider dans le processus de travail et dans les très nombreux carnets que je stocke chez moi, enfin voilà, dans mes bibliothèques. J'avais envie d'ouvrir ce travail-là. Déjà, première chose par rapport à la temporalité, c'était plutôt que d'aller dans l'avant et de produire des images dont, en tout cas, on a une couche visible comme ça, de photos réalistes ou d'intelligence artificielle qui produisent des images dans des styles très identifiés, hein, bon, voilà. Bah, je me suis dit déjà, je vais aller le plus loin possible dans ce que je fais. Et puis là, ben, finalement, bah, le papier et les carnets, bah, ça résiste assez bien. Voilà, ils sont tous au même endroit. J'ai pas besoin de réouvrir des disques durs, des éléments qui ont changé de format, voilà, qui ont disparu ou qui sont stockés, hein, je ne sais où. Bon, voilà, évidemment, je le fais aussi, bien sûr. Mais c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Alors la démarche, en fait, elle a été la suivante, et c'est ce qui fera lien avec l'article sur Exactly, parce que l'article parle aussi de ce projet-là. Donc j'ai utilisé cette intelligence artificielle, ce site, qui permettait en fait ben, de faire un entraînement spécifique. Alors là, je l'ai utilisé avec le site là, donc maintenant aujourd'hui j'utilise Stable Diffusion ou de l'entraînement local, mais à cette époque-là, donc c'est un projet que j'ai fait l'année dernière et qui a été publié, enfin qui est rendu public à la fin de l'été 2024, enfin fin d'été rentrée 2024. Et ben c'était quand même très pratique parce que le site le permettait et sous la forme en fait de dessins que j'avais scannés, vous avez un tout petit aperçu ici, voilà donc un travail que j'ai fait de cadrage d'images, euh, de, de, de revenir un peu dans le passé, de réouvrir des carnets. Bon, en tout cas, le travail un peu technique après, bah, c'est de numériser tout ça. M'a permis, en fait, d'entraîner un modèle sur le site d'Exactly. Et au travers de prompts et de séries de variations, faire des nouvelles images à partir de projets de recherche sous la forme donc de schémas, hein, de projets en devenir, de projets qui sont sortis ou autres. Donc j'ai pas fait trop de distinctions, j'ai pris vraiment un ensemble, et bien de réaliser ces nouvelles images. Donc, des sortes d'images, de projets au préalable, de projets de recherche qui finalement restent encore à l'échelle d'images de schémas, mais qui ne sont plus faites par moi, qui sont reproduites, peut-être pas reproduites, mais en tout cas qui sont étendues par rapport à ce travail initial. Alors ça a été un point de départ assez important et intéressant. Donc déjà parce que la question esthétique, elle était extrêmement importante. Il n'y avait pas vraiment d'envie à ce moment-là d'aller voilà, sur des images particulièrement spécifiques au niveau du style, mais c'était plutôt prendre un lot et d'aller vers une esthétique un peu nouvelle, surprenante aussi pour moi, qui prend des orientations vraiment très différentes, allant du trait, de traces,
petits points, presque voilà, sous forme de code, un peu de dessin technique, de schéma, data visualisation, mais c'est vraiment un mélange. Je crois que ça parlerait de plusieurs choses et pas forcément que d'une seule, presque des fois des peintures. Alors, dans les descriptions et dans les textes, dans les prompts, j'ai essayé de faire le plus concis, enfin le plus court possible, parce que je voulais essayer de voir justement quels allaient être les enjeux au travers de ça. Donc il y a un dataset qui est un peu moins de 200 images donc, que j'avais scanné, qui en a reproduit, alors là, plusieurs centaines. Je l'ai arrêté à un moment donné, mais voilà, comme vous pouvez imaginer, ça peut être infini. Et la phase d'après, donc quand j'ai vu que toutes ces images-là pouvaient ressortir, étaient intéressantes, avaient des paramètres très différents, parfois du minéral, parfois de la ligne, parfois vraiment entièrement abstrait, même si c'est quand même globalement abstrait à chaque fois. Ben, j'ai voulu ramener ça à mon expertise, ou en tout cas le champ que j'aime travailler, c'est-à-dire le web et les interfaces, et voilà, sous la forme d'un site public et partagé. Et bah, ça a donné donc ce projet-là, avec une interface, enfin, voilà, une réflexion sur l'interface, une réflexion sur la manière de voir ces éléments-là. Donc c'est une grille infinie avec des guillemets, parce que le process euh, n'est pas infini, hein, n'est pas en temps réel, c'est des images qui ont déjà été produites, elles sont juste affichées sous cette forme de grille, et la navigation permet de les découvrir ou de les redécouvrir quand elles réapparaissent au fur et à mesure, la classification étant purement d'ordre chronologique. Euh, voilà, donc là, sur ce projet-là, la question de l'esthétique, elle était très intéressante parce que elle m'a amené aussi à réfléchir sur comment on définit son travail, qu'est-ce qui, en fait, avec l'intelligence artificielle, permet de réécrire des éléments par rapport à ce qu'on a déjà fait et ce qu'on veut refaire ou qu'on veut faire, voilà, tout simplement. Et ça a été particulièrement intéressant pour moi. Donc là, le site est donc en ligne depuis la rentrée 2024 et il me questionne toujours sur décrire ces images-là, écrire sur le travail. Donc c'est pas que je remets forcément l'accent particulièrement sur la partie écriture, mais elle est quand même très présente, même si c'est des images qu'on voit, mais dans le process et dans la suite, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé bah, finalement, enfin, intéressant, hein, dans le sens où bah, ce projet-là est assez particulier, plutôt identifié par rapport aux outils d'IA, hein, donc un entraînement vis-à-vis d'images qui ont été sélectionnées, et puis ensuite, au travers de prompts et de petites commandes comme ça, bah, de poursuivre vers des images circulaires, des plans, des paysages, donc essayer de l'amener à questionner des choses qui étaient voilà, un peu présentes, mais pas complètement, et d'essayer de fabriquer comme ça une grande cette grille voilà, différente avec ces différents visuels. Pour finir sur ce projet-là, euh, l'écriture même, elle est vraiment assez particulière. La place de l'IA, en fait, elle est, en tout cas, à en discuter après, mais finalement, elle est centrale tout en n'étant pas non plus une, comment dire, une mise en avant particulière. Les images sont très particulières, elles ont quand même une teinte, ou en tout cas, on pourrait l'imaginer. Mais elles ont un style qui, je trouve, ou en tout cas à l'époque, peut-être même encore aujourd'hui, n'ont pas une codification si marquée production d'images par intelligence artificielle. Donc c'était quelque chose que j'ai trouvé bah, intéressant, voilà. Notamment que pour aborder un premier projet, j'ai trouvé intéressant d'aller plus dans le passé et d'orienter sur des choses qui venaient de mon travail plutôt que voilà, une nouvelle écriture, un nouveau projet ou des choses différentes. Un dernier point, c'est que bah, le projet, il aborde un axe aussi très important, on en a parlé plusieurs fois, c'est-à-dire la production d'interfaces, notamment via la programmation, puisque bah, je me suis appuyé sur rien à proprement parler, alors avec des modèles et des réflexions évidemment en tant que enfin, sur la culture de l'interface et du design graphique et de l'interaction, mais en tout cas au niveau du modèle, voilà, plutôt de zéro. Et voilà, le travail sur cette grille et la construction, en fait, a été très intéressante pour me dire bah, comment je vais partager euh, ces images, comment je vais les rendre consultables. Petite note aussi, vous l'avez peut-être déjà lu et entendu plusieurs fois dans
enfin sur des sites ou dans les grands sujets sur l'intelligence artificielle, elle reste quand même très très efficace au niveau de la production de code. Elle peut être un outil, encore une fois, ou un allié, ou voilà, une présence, on va dire, pour accompagner le travail. Alors moi, c'est vrai que par rapport à mes connaissances, à la place de mon parcours aujourd'hui dans lequel l'intelligence artificielle arrive, bah, c'est un peu l'idéal parce qu'en fait, ben, les étudiantes que j'ai l'abordent à une un tout autre moment que le mien, donc dans la construction même de leur parcours, de leur vision de designer et de leur enseignement. Moi, c'est pas le cas, et donc du coup, bah, je l'aborde différemment. Je dirais que en fait, elle arrive un peu au meilleur moment parce que bah, en tout cas, elle me permet de le réfléchir avec les éléments de mon passé professionnel en tant que designer. Le code en fait partie, quoi. Voilà. Donc, après un travail d'image, on va le dire, même s'il y a de l'interface et du web, que je disais, j'avais envie de travailler sur un autre sujet avec ce site-là, qui est un autre projet de l'année dernière, que j'ai pu aussi avoir la chance d'exposer à l'ESSAD à Orléans, dans une exposition qui s'appelait Histoire de famille en septembre-octobre dernier. Donc c'est un projet qui en fait arrive à peu près au même temps sur la publication que Diagramme, mais dans un temps qui est complètement autre. En fait, Diagramme était beaucoup plus long, celui-ci était dans un temps plus court. Le site s'appelle Parcel, donc c'est le projet. Et là, alors même s'il y a une interface, même s'il y a du visuel, bien sûr, c'est un travail d'écriture. Alors, c'est un travail d'écriture parce que le site, en fait, intègre une narration, intègre des textes inspirés des sous-titres, et avec lequel, ben, c'était aussi le grand moment de l'arrivée des GPT de chez OpenAI, et que j'avais voulu expérimenter. Et alors là, ben, comme on pouvait le faire à l'époque dans la sortie des GPT encore aujourd'hui, eh bien j'ai utilisé un GPT personnalisé. Donc un GPT, c'est un espace sur lequel on peut recentrer le travail avec ChatGPT sur un corpus plus fermé et lui demander différentes choses, mais plus resserrées, on va dire, un peu comme comme une utilisation voilà, sur un focus particulier. Là, c'était des dialogues qui sont liés à des souvenirs d'enfance, un peu écrits en vrac, voilà, encore une fois, avec un peu la question du souvenir, de l'imaginaire, du passé. Cette base-là, donc qui était pas non plus gigantesque, mais qui était, voilà, des souvenirs un peu d'enfance, de sensations, de balades, voilà, de relations avec la famille ou de choses comme ça. J'ai tout mis dans le GPT et eh bien, je lui ai dit, à partir de ça, ben, on va réécrire un dialogue, enfin, tu vas réécrire un dialogue entre deux personnages. Et ce dialogue, eh bien, du coup, c'est celui qui est amené à être découvert dans le site. Donc, avec le GPT, donc personnalisé, donc des règles d'écriture. Donc, sur le style, je lui ai demandé de rester ben, le plus proche possible de la source initiale, qui sont des phrases assez courtes, voilà, je ne saurais pas le qualifier de manière particulièrement poussée au niveau de la littérature, on va dire, mais voilà, une sorte de phrase, un peu de constat, un peu de souvenir, peut-être même dans un style un peu neutre, un petit peu médium comme ça, pas inintéressante non plus par rapport à l'intelligence artificielle, mais ça, c'est plus une vision, comment dire, un peu plus en interne. Je sais pas sûr que ça se voit vraiment sur le site, mais en tout cas, ça m'intéressait. C'est-à-dire ni extravagante, ni particulière, ton un peu moyen. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un GPT, on peut lui demander aussi d'exporter dans des formats, donc c'est un peu un mélange entre du code et de l'écriture pure, donc juste du texte, qui est un format JSON en fait, et qui vient être intégré au site. Et du coup, sur la partie front, donc sur la partie visible, graphique, eh bien, elle vient être affichée donc, selon des règles liées à la programmation, donc euh, voilà, qui vient s'intégrer à l'environnement technique du site, et graphiquement, qui rappellerait les, comment dire, les sous-titres qu'on peut retrouver. Si vous voulez voir la version en live, euh, euh, voilà, qui ressemble à ça. Donc,
Au niveau de la création du site, là, c'était non pas un enjeu de grille et d'interface comme le projet d'avant, mais plutôt de la 3D, de la modélisation. Donc ça, c'est fait, voilà, c'est fait sur Blender, avec le travail que je peux faire, voilà, que je faisais aussi déjà. Là, l'intelligence, c'est vraiment sur la narration. Alors, là, pour le coup, contrairement un peu à Parcel, où non pas que ce soit l'idée de ne pas le présenter tel quel, mais là, mais il n'était pas spécifiquement marqué dès le début. Là, c'est vraiment intégré, donc c'est vraiment une sorte de scénario qui est intégré à l'intérieur. Voilà, au niveau des enjeux du site, bah, il y a cette espèce de souvenir un peu fragmentaire comme ça, qui s'incarne dans des objets, objets de la vie courante. Il y a une bande son aussi. Euh, et qui voilà, se délie comme ça, alors qui n'est pas infini non plus, hein, on revoit parfois les mêmes objets, et ces deux personnages voilà, qui se font face et dont la narration va arriver à un certain moment. Donc il y a une boucle aussi, hein, à peu près dans le temps du site, un peu plus de 20 minutes, si je dis pas de bêtises, sur sur le déroulé du texte, et puis ensuite qui se remet en boucle. Il y a cette idée aussi d'avoir des sites un peu objets, un peu particuliers. Là, il marche assez bien en installation. Donc, c'est vraiment un site web qui est présenté sur un écran plus grand, voilà, avec un autre type d'interface, même si ça reste le clavier et la souris pour déplacer l'environnement, mais avec une autre approche que sur son bureau ou son ordinateur, on va dire, de travail ou de loisir, mais en essayant un peu de casser ce code-là. C'était un des enjeux du projet. Euh, euh, voilà, donc un assemblage et l'intelligence artificielle qui vient dans l'écriture. Donc après, encore une fois, la question de l'esthétique et de l'ambiance, bah, du coup, elle faisait aussi partie de la réflexion. C'est ce que je vous disais, même si l'esthétique n'est pas dépendante de l'intelligence artificielle, elle fait quand même partie du processus. L'écriture, elle fait complètement partie du projet. Elle n'imp- Elle n'impacte pas directement l'image, mais elle est forcément présente dans la réflexion du projet, si je peux essayer de le dire comme ça. Donc, d'une certaine manière, par extension, euh, ben, elle en fait partie. Voilà, des problématiques notamment liées au dessin, donc enfin du dessin à la main hein, sur une feuille en 2D, et comment l'intégrer après dans un projet. C'est pas spécifiquement lié à l'intelligence artificielle, mais c'est un enjeu du projet, et notamment la physique. Alors je le rementionne là aussi, c'est quand même un élément sur lequel je trouve que c'est un axe intéressant. On en parle aussi énormément avec les étudiants et les étudiantes, c'est-à-dire de pouvoir aussi reléguer de la production technique à l'intelligence artificielle. Et quand je dis technique, c'est donc de la programmation pour programmer des outils, des interfaces spécifiques donc, que le designer va penser et dont l'intelligence artificielle va lui permettre de combiner un manque de connaissances ou de résoudre des complexités avancées qui sont quand même aujourd'hui très poussées à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai forcément dû un peu l'utiliser dans le projet, notamment pour l'interfaçage à l'intérieur comment dire, de la connexion entre le texte, voire même aussi de la physique avec une librairie qui s'appelle notamment Three.js aussi. Donc voilà, je trouvais que c'était euh, aussi intéressant à ce niveau-là. Mais ça reste un projet qui questionne plutôt la narration. Donc ce petit point de rappel, donc sur une vision comme ça de site web créatif, donc playful, avec des choix souvent assez forts, une navigation très spécifique, de la 3D, même si encore une fois, hein, c'est des modèles qui existent aussi dans d'autres approches, notamment enfin, de communication, d'agence et autres, la 3D étant aussi quand même très utilisée, peut-être de plus en plus. Mais au-delà de ça, et par rapport aux réflexions, ou les questionnements, pardon, que je vous disais au début, la partie non standardisée, ou en tout cas la partie qui va aller vers des questionnements supplémentaires que la première couche qu'on peut en voir par l'intelligence artificielle, et moi en tant que designer, sur cette culture graphique large de ce champ-là, d'amener voilà, une approche enfin, non standardisée, en tout cas, à la fois dans les interactions, dans la conception graphique et dans les systèmes qui sont mis en place. Donc, voilà, je me serais assez
spécialisé ces dernières années sur cet axe-là et les projets que je vous présente aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Un avant-dernier projet, assez spécifique, lui, mais je me suis permis de le mentionner parce qu'il y a des axes d'intelligence artificielle dessus et il y a un axe aussi de recherche, notamment. Le projet s'appelle Cards and Coding et aussi un site web. Ça sera le troisième projet sous la forme d'un site. C'est un projet que lui, j'ai démarré donc pas l'année dernière, mais en 2021, et qui aborde la question de la carte à jouer, de la carte à collectionner, comme un support de création graphique et technique, et dont ben, le site internet est un peu la coquille, va permettre d'archiver ce travail-là, et travailler sous la forme d'une collection et centré sur la carte. Le site a plusieurs axes. Je m'étalerai pas trop longtemps sur ces différents éléments, plutôt pour aller directement sur la partie de l'intelligence artificielle, mais si après vous avez des questions, je serais tout à fait ravi d'y répondre. Et il y a une évolution dans le projet donc depuis 4 ans avec l'intelligence artificielle dernièrement. Je disais que c'était un projet de recherche parce que j'ai un article dans les nouveaux cahiers de marge, donc le numéro 9 étant le numéro qui arrive ces jours-ci, si ce n'était pas cette semaine, mais donc du coup, ça sera là, donc dans très peu de temps, sur cette pratique-là, donc de travail d'interface liée aux cartes, donc là, qui est assez spécifique, hein, par rapport à ce que je vous ai montré, c'est uniquement centré sur cet axe. Par contre, j'y développe la partie de l'intelligence artificielle et notamment l'apport des différentes manières dont je travaille, qui fait des ponts entre programmation, du fait main, du travail de dessin dans des carnets, jusqu'à des choix de librairie spécifiques, de l'impression 3D pour aller vers des gabarits de dessin très spécifiques. Donc c'est souvent dans du sur-mesure d'outils dont j'ai besoin, et encore une fois avec des questions d'esthétique, d'interface et ouais, d'interaction, voire même de jeu, hein, puisque c'est quand même évidemment des références aux jeux de cartes. Voilà, donc un article qui détaille un peu tout ça et que vous pourrez découvrir dans très très peu de temps. Euh, je n'isole que 3 cartes, enfin donc ce projet, hein, il se focus par carte, qui sont des mini-projets à chaque fois. Il y en a 3, celles que vous avez sous les yeux, en fait, elles ont été alors là, entre 2021 et maintenant, donc il y a aussi un peu cette historique des différentes versions, à la fois de DALL-E qu'on pouvait utiliser avant qu'il soit intégré dans ChatGPT, des différentes versions de Midjourney, en tout cas dans les connaissances que j'avais à cette époque-là, qui évoluent aussi avec le temps. Euh, Ça va finalement être assez en synthèse avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire des considérations esthétiques et techniques, graphiques, interactives, pour aller vers ce type de projet-là. La carte que vous avez au milieu voilà, s'inspire de personnages avec cette volonté bah, d'aller vers des styles qui étaient très très codifiés. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en typographie aussi à cette époque-là? C'était quand même très limité, ou en tout cas beaucoup plus cassé que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, et de jouer avec ces esthétiques. La carte que vous avez en haut à gauche, c'était une réflexion sur les erreurs d'impression, donc physique, et comment le rendre en numérique. Les visuels que vous avez donc dans le recto et dans le verso sont générés avec DALL-E dans ChatGPT, donc DALL-E 3. Et de l'aide technique aussi pour arriver à combiner les faits via différentes librairies. Donc, c'est jamais de zéro. Je ne demande jamais de faire tout le projet, mais plutôt de compléter mes connaissances, ou en tout cas de m'aider sur une librairie, par exemple, que je n'ai jamais utilisée. Et celle d'en bas à droite, elle a été réalisée en collaboration avec Étienne, que vous entendrez juste après, Étienne Mineur, euh, qui était aussi bah, très intéressante il y a quelques temps maintenant, dont justement bah, la question d'esthétique avec Étienne était une question, et comment un projet est guidé avec une IA dans sa partie graphique, dans sa narration. Et pour les deux projets du haut, c'est une interaction où avec la souris on voit la carte dans son recto et dans son verso. Celle avec Étienne en bas est un peu particulière puisque c'est une carte en fait dont les faces changent et racontent une histoire au sein de cette même surface d'une carte et non pas un deck, ou en tout cas on n'a pas d'épaisseur, on alterne à l'intérieur. Donc les visuels sont faits par Étienne via IA,
Ensuite, on a travaillé à faire cette intégration. Voilà, donc dans Cards and Coding. Donc, encore une fois, voilà, des éléments très spécifiques. Le projet n'est pas centré sur l'intelligence artificielle, c'est même pas le sujet sur celui-ci. Sur les deux autres, c'était assez central, mais ils sont aussi plus récents. Celui-ci est plus ancien. Donc, je l'aborde quand je trouve que c'est un sujet intéressant. Et le projet a une dernière particularité, c'est que j'essaye au maximum de partager toutes les sources et aussi en live sur Twitch sur la manière dont je travaille. Et donc c'est assez intéressant parce que bah, les gens voient que je vais très vite sur l'IA si ça le demande, Midjourney, Dali ou autre. Puis ensuite je vais switcher dans un logiciel plus classique de composition d'images avec cet aller-retour, voire même des fois essayer des idées un peu farfelues qui sont des prompts un peu collaboratifs où dans le chat, bah, il y a une idée en disant quelqu'un qui... En fait, celle du milieu, c'est notamment ça qui était sur une sorte de Spider-Man alternatif dans un univers parallèle. Je suis même pas expert en plus de ce genre d'univers, même si je sais qu'ils sont très déclinés. Voilà, et pour terminer sur celui-ci, avant d'aborder le tout dernier projet, c'est un prototype très 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 work in progress, donc il n'est pas très complet par rapport aux enjeux que je vais vous donner, mais le travail sur lequel je suis sur cet axe des cartes, c'est en fait, encore une fois, la question des interfaces et d'avoir un arbre d'évolution de cartes qui soit relié à de l'intelligence artificielle. Donc en fait, la première carte, on va dire, serait le prompt initial. Donc là, il n'y a pas le prompt, hein, encore une fois, c'est pour l'instant, j'essaye de voir quelles sont les meilleures briques à mettre et, non, et aussi de ne pas faire des usines à gaz de mélange de techno d'IA pour ne pas abuser non plus sur l'élément. Donc là, pour l'instant, je prototype sans, mais la projection étant de pouvoir avoir cet arbre qui vient en fait dans une des branches compléter par exemple un style différent. C'est un mix entre des variations et du blend, si ça vous parle, pour faire encore une fois des visuels et une interface spécifique, encore une fois, qui ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est de sortir aussi des interfaces plus classiques, même s'il y a déjà des choses, on en a vu déjà en partie aujourd'hui. J'aime beaucoup l'approche Canva. Alors l'approche Canva, c'est une approche où en fait on a une zone qui vient avoir cette liberté en termes de zoom et sur lequel on a assez peu d'interface au préalable et on a une zone comme ça de travail. C'est le modèle de Figma, de Miro, voilà. Alors, après on a des spécificités à l'intérieur, mais d'abord c'est comme ça cette planche, enfin de beaucoup de logiciels hein, en fait en vérité. Mais qui n'était pas forcément celle qu'on voyait dans l'intelligence artificielle. Cependant, Exactly était dans cette approche-là. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité m'investir sur ce projet avec diagramme dedans. Voilà, quelques expérimentations avec des cartes aussi dans des projets très récents. Voilà, dont pareil, j'essaye de questionner quand ça le demande. La carte est quand même composée je dirais à la main ou à l'ancienne, mais ça fait très bizarre de dire ça, parce que c'est aussi complètement actuel, mais on va dire que les process étant très aujourd'hui hybrides. Donc avec un prompt, là il y a de l'inpainting donc dans Midjourney, donc ça veut dire que du coup je rajoute des personnages dans des paysages. Donc le prompt initial c'est plutôt un paysage, après je rajoute une personne comme ça pour faire la carte du roi par exemple. Et seulement j'aime pas l'esthétique qu'il en ressort, ou en tout cas je veux la questionner ou faire des itérations. Et le logiciel Stocaster, par exemple, me permet d'avoir un autre travail, notamment de trame et autres approches, qui est une possibilité. Il pourrait y en avoir plein d'autres, hein, évidemment, de changement de colorimétrie et plein d'autres axes, qui est encore une fois finalement eh ben, pas le résultat à proprement parler, mais plutôt le résultat d'un processus. Je terminerai avec ce projet pour rester dans le temps de cette présentation. Donc celui-ci, alors Cards and Coding sur les cartes, il y a évidemment un apport working progress, mais depuis 2021, donc maintenant je le considère plus comme une recherche un peu fondamentale dans ce que j'aborde entre du web, du jeu, des interactions et la carte. Mais celui-ci est working progress sur l'intelligence artificielle, mais dans un autre format que les trois autres, c'est-à-dire dans un jeu vidéo avec la manière de travailler un jeu vidéo. Il y a plein de manières aujourd'hui de le faire, mais là je parle vraiment d'un moteur de jeu et voilà, de spécificités liées au jeu vidéo, en tout cas dans cette approche-là. Le projet s'appelle Landslide et il m'est venu après Parcel.
Donc donc c'est très récent, hein. C'est un projet d'il y a quelques mois seulement. Et notamment parce qu'en fait, dans Parcel, et c'était pas tant le fait des IA, mais plutôt de cette recherche aussi graphique, qui était cette matière, cette texture numérique. Une texture dans la 3D, euh, ça a différentes connotations. Enfin, c'est une manière de travailler aussi la 3D. Donc la texture, c'est l'enveloppe qu'il va y avoir sur un modèle. Ben, ça m'a vraiment intéressé depuis et j'avais envie d'aller vers des rapprochements de minéraux et de textures différentes avec de l'intelligence artificielle dans le jeu. Donc le jeu, en fait, déjà aborde cette question-là, même si après, vous allez voir, il a évolué. Et c'était suite au travail avec Parcel. Donc quand je dis les textures dans Parcel, hein, c'était un peu les nuages et la 3D aussi qu'il y avait dedans. J'ai expérimenté dans plein d'endroits, mais encore une fois, pour avoir un travail raisonné avec l'intelligence artificielle, j'ai focalisé sur des points très spécifiques et sans avoir une pléthore de productions, ce qui je trouvais intéressant puisque c'était une manière de réfléchir avant et pas, ça aussi c'était un peu quelque chose qu'on a, enfin qui je trouve intéressant aussi dans la pédagogie, et non pas d'ouvrir Midjourney et de lancer 50 prompts, de voir ce qu'il y a et de jamais finalement vraiment choisir, ou de dire qu'il y aura un choix final, mais c'est évidemment pas du tout la même chose de choisir parmi 50 que 200, que 500 ou je ne sais combien d'images, puisque à part le rapport économique direct, je parle pas du rapport écologique, mais voilà, on a la possibilité d'en faire énormément. Donc là, c'était vraiment une manière de cadrer les choses pour l'appuyer à certains moments seulement et pareil à chaque fois, refaire des allers-retours avec ma pratique voilà, initiale, avant l'IA, donc d'itération, de recherche, de lecture, hein, de dessin et autres. Donc du storyboard, alors là, bon, avec Midjourney, j'ai essayé de chercher un système par case comme ça qui pourrait raconter quelque chose, qui a différentes esthétiques et autres. Alors encore une fois, ce lien vers l'esthétique qui était un axe important, ou le style, pour aller vers des textures issues du dessin, de trames et autres. Euh, Là, la particularité sur ce projet-là, c'est que, en fait, l'image a été intéressante parmi mes différentes expérimentations storyboard et de pierre. Mais finalement, la vidéo était quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé. Alors, je le reconnais absolument, c'est aussi parce que les évolutions ont été très visibles ces derniers temps, beaucoup plus qu'il y a moins longtemps, mais plus maintenant, notamment avec Runway ou plein d'autres, Flux ou d'autres, ou voilà, notamment. Eh bien, le changement de dimension, dessin, entraînement, là maintenant c'est fabriquer des espaces inexistants. Donc, parce qu'un dessin qui ne représente qu'une perspective de l'image, et elle peut être complétée, elle peut être étendue, voilà, d'une certaine manière, sous la forme de vidéo. Puis j'étais revenu à des questions de texture, euh, voilà, avec un axe aussi mélangeant abstraction et figuration, un élément qui m'intéresse aussi énormément. Euh, vous- Certainement, vous le savez, on en a discuté aussi. L'approche figurative, elle est évidemment très, 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 très présente. Euh, Quid d'une approche différente, plastique, voilà, différente en tout cas. Encore une fois, ce fameux fil rouge. De la production aussi de textures, donc à chaque fois sur des petits lots de tests, hein. Ça n'a jamais été des énormes quantités. En fait, elles viennent pour moi pour essayer de définir des pistes qui peuvent être intéressantes et surtout pointer des éléments très spécifiques, soit parce que je ne pourrais pas réellement les produire avec les process classiques, soit parce que, comme je le disais dans les questionnements, c'est aussi une autre manière de repenser la production d'éléments dans un projet qui ne viennent pas de moi, notamment si par exemple il y a des questions de texture, ce qui est le cas effectivement dans ce projet, et qui reviendraient être utilisées. Donc comme ça, un peu fondamental, narration, texture, aspect. Donc là, avec Runway, voilà, j'ai essayé de demander qu'est-ce que ça serait une texture de roche, de béton et autres. Et voilà, il produit donc des fichiers qui sont un fichier de normal, qui sont les profondeurs, donc par rapport au fait qu'il y a une texture qui paraît en profondeur, des couleurs, de lumière et autres.
Ça m'a amené encore une fois à faire des hybridations, voilà, sur des formes qui évoluent, qui bougent, dont, dont la roche et les matières sont ce sujet un peu mouvant, qui raconte peut-être au moins le fait que eh bien, les glissements d'aujourd'hui peuvent se représenter aussi de cette manière. Un rendu type final, alors qui est plus réaliste, mais qui m'a beaucoup intéressé, qui sont des séquences en fait d'éléments de roche qui se désagrègent. Donc là, qui sont promptés chez Runway et réalisés donc, dans des très courtes séquences, hein. Ça va entre 5 et 10 secondes, même si on peut après les étendre. Ça m'a voilà, j'ai aussi été vers ce type d'approche-là. Alors très plastique au début, plus réaliste aussi aujourd'hui. Alors même si c'est très working progress, c'est aussi une manière pour moi de revoir et de voir les projets, ce qui est peut-être un choix un peu particulier par rapport aux différentes pistes du début, mais en même temps pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'axe réaliste dont j'expliquais tout à l'heure que c'est un sujet de fond, d'esthétique et de style est un questionnement, m'a amené quand même à aller sur cette voie-là. Mais encore une fois, pourquoi pas. Des principes comme ça d'affiche ou de communication de ce projet. Donc là, tous les visuels sont faits avec intelligence artificielle, c'est les pierres, enfin ces montages que vous voyez. Après, il est composé par moi. Euh, Pourquoi hein, c'était pour moi, en fait, pour faire des allers-retours et pour avoir aussi une question qui sera un peu une forme de conclusion, qui sont aussi des acceptations que les esthétiques ne sont pas obligatoirement les mêmes. Ou en tout cas, même s'il y a un lien dans le processus, que j'essaye de me remettre aussi en question par rapport à ça, d'accepter une certaine variation de style et peut-être d'avoir moins ce stress, ou en tout cas cette grande question de est-ce que tout est lisible dans une unité parfaite? Je me pose cette question, je pense que j'ai pas la réponse, parce que c'est peut-être encore trop tôt ou grande question. Il y a un trailer du jeu, mais je sais pas, peut-être j'arrive peut-être à 50 minutes, c'est peut-être déjà pas mal. En fait, je vous en montre juste quelques extraits, mais peut-être pas la totalité, même si c'est pas forcément très long. Euh, pour finir, en fait, comme ce projet, il m'intéresse pour aussi le rendre public et le partager, bien que ça soit une des premières fois là aujourd'hui, au même titre que Passerelle, Diagramme, qui sont des sites web publics sur lesquels, avec l'URL, on peut y accéder. Celui-là, c'est pas encore le cas, mais c'est un jeu que je fais tester. En fait, c'est un environnement dans lequel on regarde les vidéos qui sont produites avec l'intelligence artificielle. Donc, ces grands panneaux qui sont dans cet environnement-là sont en fait les vidéos que vous voyez ici en isolé. Et cet environnement un peu isolé et le cinéma, si je puis dire, dans lequel on voit ces films. Les questions de texture ont été intégrées au process. Donc, ce projet-là est fait dans Unity 3D, qui est un moteur de jeu qui aborde voilà, toutes ces questions-là. Euh, voilà, donc pour l'instant, c'est cette forme-là. Ça peut encore évoluer. Et en termes de conclusion, de façon tout à fait modeste, hein, parce que c'est juste quelques éléments de réflexion de fin, accepter que les images mutent au travers des divers process intégrant des IA, c'est ce que je vous disais. J'essaye de comprendre aujourd'hui comment la production des images peut être assez changée et finalement accepter une certaine irrégularité. Dans quel sens et pas dans le bon sens, j'espère, mais en tout cas, il se questionne avec des esthétiques qui sont différentes parce que des fois, la régularité des esthétiques, on en parle beaucoup et c'est un peu un des grands domaines par exemple, que les ingénieurs disent, mais oui, mais n'oubliez pas que votre personnage, vous pourrez le reprendre de plein de fois et il sera toujours le même. Peut-être que finalement, c'est un peu l'inverse et c'est peut-être la meilleure des choses. Bah, une des bonnes choses possibles, c'est justement de ne pas faire ça. Produire autrement des images, bah, c'est vrai parce qu'en fait, ces projets-là, ils ont été assez spécifiquement tributaires de l'IA en production aussi visuelle, même si tous les projets n'étaient pas sur de l'IA purement générative, mais c'était quand même souvent le cas. Donc il y a une manière autre d'aborder l'image aujourd'hui, en tout cas pour moi dans mon travail d'aujourd'hui. Écrire et définir le travail autrement, bah, ça c'est clairement le travail de diagramme, ça c'est vraiment un élément important au travers de mes différentes lectures et aussi de points sur le travail, c'est-à-dire de le définir autrement et d'essayer de le qualifier aussi autrement. C'est un peu un grand domaine, hein, enfin c'est peut-être même un grand enjeu. Mais je trouve qu'au titre d'un designer, je trouve que cette pratique-là elle est très intéressante. C'est une autre configuration, hein, voilà, clairement.
Et enfin, pour terminer, j'ai aimé cette courte citation de Frank Madlener dans AOC Media. Copier pour désapprendre, j'ai trouvé que c'était aussi très très intéressant. Finalement, il y a des copies à l'intérieur de ces éléments-là, copie de mon propre travail, copie de façon très très large. Finalement, je pense que ça a surtout désappris beaucoup de choses que j'avais, euh, dont voilà, d'une certaine manière, même si sous forme un peu de mots de la fin, il y a un peu de cet ordre-là, un désapprentissage aussi de finalement de code qu'on peut avoir très ancré aussi, parce que quand on a une pratique de designer depuis plusieurs années, bah, on a aussi des envies et c'est tout à fait normal, mais les remettre en question, c'est quand même très intéressant. Je pense que l'IA est clairement le point sur lequel aujourd'hui c'est mon cas. Je vous remercie. Merci Nicolas. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez mettre les questions dans le chat et je les donnerai. Et on peut enchaîner, ça tombe assez bien d'ailleurs avec la fin de ta présentation. Anthony posait la question, comment vois-tu les nombreux usages de l'IA dans le champ des jeux vidéo et notamment au niveau de la narration? Euh, Alors, ben, c'est un vaste sujet, effectivement, qui est assez travaillé, assez développé aujourd'hui. Euh, alors, les nombreux usages, il y en a pas mal, en fait, en vérité, qui soient dans la production d'assets avec de l'intelligence artificielle, donc des modèles 3D notamment. Le texturing, il est très intégré aussi aujourd'hui. Donc ce process-là, mais en fait finalement qui va même un peu au-delà du jeu vidéo, on peut faire de la 3D sans le jeu vidéo, de la texture aussi. Donc c'est plutôt dans le process que ça peut s'intégrer. Alors, après, quelles sont les raisons? Ça peut aller de gagner du temps à aller vers des pratiques plus expérimentales. Alors, au niveau de la narration, c'est un peu différent, je dirais, parce que la manière d'écrire est un peu différente de la partie image. Bon, d'une certaine manière, c'est un peu évident, mais euh, en fait, elle est un peu différente parce que elle est aussi très normée. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire. En fait, elle va se démultiplier, donc évidemment, elle peut aborder des choses qui sont très très amples, très vastes, avec tous les systèmes qu'on peut imaginer d'embranchement, de narration non linéaire et autres. Mais elle reste quand même très très tributaire bah, des designers, des narrative designers, des gens qui vont écrire, dans le sens où le pilotage est quand même finalement toujours obligatoire. Alors là, encore une fois, on peut assez vite s'en rendre compte si on fait quelques tests d'écriture, notamment par exemple avec ChatGPT pour le mentionner. Ah, c'est finalement quand même toujours très moyen, c'est assez peu original, c'est correct, voilà, ça c'est sûr, on peut livrer c'est correct, mais il y a quand même assez peu de surprises. Je pense que c'est finalement assez mauvais dans les relations de personnages et autres, ça pousse pas forcément très très loin. Donc, en termes de process, oui, ça c'est sûr qu'il y a des éléments, que ce soit en termes d'outils techniques, qui sont très intéressants. En termes de rendu, je sais pas, moi, ça reste encore à questionner. Par contre, il y a déjà des choses qui sont très intéressantes, euh, qui permettent d'expérimenter dans cette voie quand même, hein. Ok, merci. Alice pose la question, comment est-ce que tu construis tes pistes narratives? Comment tu fais le passage entre la construction narrative et les choix esthétiques? Waouh, alors c'est une grande question. Euh, En fait, les pistes narratives, elles viennent assez peu en premier. Bon, alors je pense que l'explication la plus évidente, c'est que c'est pas ma formation vraiment à proprement parler, même si je peux en projeter. Mais encore une fois, c'est vraiment une approche assez esthétique et graphique au départ. Par exemple sur les schémas, sur la partie 3D, mais en fait, la narration, elle va venir s'imbriquer à un moment donné à l'intérieur. Par exemple, diagramme, en soi, à proprement parler, il raconte pas grand-chose si ce n'est de regarder des images. En fait, la manière dont il va raconter des choses, ça va être, est-ce qu'on va tisser des liens à l'intérieur? Est-ce que ces images nous parlent? Ce qui sont en fait une manière de recevoir des images, même sans IA en fait. Donc, c'est des allers-retours qui sont très constants et qui sont, comment dire, qui se nourrissent l'un et l'autre. En tout cas, ce qui
qui est très important, je pense, quelle que soit la qualité graphique, c'est que dans les questionnements, c'est extrêmement important d'avoir l'ouverture et la culture qui va permettre de définir les choses, de les découvrir au travers de livres, de les challenger, je puis dire, dans un process de recherche hors IA, ou en tout cas de recherche qui intègre euh, un process, on va dire, plus classique, si je peux me permettre cette définition-là. Donc, c'est plutôt que la narration, elle pourrait venir vraiment d'un livre ou d'une question qui m'intéresse et qu'elle a absolument aucun rapport avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, en fait, dans Parcelle, l'écriture en elle-même n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est un rapport de souvenirs, de passé, de réécrire des choses pour voir comment ils se reconstruisent. Mais finalement, c'est le processus de ce qui est reproduit après qui m'intéresse. Le point de départ initial, il n'est pas lié à l'intelligence artificielle. Donc c'est un mélange aussi d'envie, puis avec toute la veille que je fais aussi, d'envie d'aller vers des tests, hein, de choses qui existent. Forcément, je pense qu'en tant que designer, c'est à peu près normal. Je pense que beaucoup de gens le font aussi comme ça, et de m'en faire une opinion, quoi. Peut-être pour enchaîner sur le diagramme directement, je vais Ouais. reprendre la question d'Anise avant de faire celle d'Anthony. Oui, le diagramme parle de corpus, de dessin et d'évolution de ce corpus et des formes. Dans ton dernier travail que tu as montré, qui est en process, comment tu as fait tes choix esthétiques? Alors, les choix esthétiques, ils sont venus. Alors, déjà, sur Landslide, par exemple, sur ce dernier qui aborde une question de texture, de roche, de minéral. C'est aussi, par exemple, par le grand intérêt que j'ai de Roger Caillois, par exemple, et sa relation avec les pierres. Qui sont voilà, absolument pas liés à l'intelligence artificielle et sur lesquels je possède les livres et ils m'intéressent. Donc, en fait, ces choix esthétiques-là, déjà, ils partent d'un référent initial qui m'intéresse. Ensuite, bah, le parcours que j'ai essayé de montrer là, alors, qui est quand même très synthétique évidemment, qui est quand même étalé sur le temps et qui est pas aussi linéaire forcément, bah, il mute en fait parce que les IA vont m'amener à avoir une fracture à un moment donné, réalisme, abstraction, mélange des deux. Donc, enfin, un des points et qui est aussi une difficulté, ça a été évoqué aujourd'hui, c'est la question des choix. Mais en même temps, encore une fois, on peut choisir sur des esthétiques qui sont différentes, qui n'ont peut-être pas la, la cohérence qu'on pourrait imaginer si on n'avait pas à choisir dans des esthétiques qui sont différentes parce que produites par IA. Donc, ces choix esthétiques, ils ont été validés par le fait que, à un moment donné, je décide que les éléments marchent mieux entre eux par mon regard et ma lecture de ces images, par aussi des retours que je peux avoir d'autres personnes, par ce type de système-là, en fait, finalement, hein, qui sont plutôt classiques. Euh, mais cette évolution, bah, dans Diagram par exemple, elles sont un peu inattendues, quoi. Pour le coup, aucune des images qui est présentée, ben, je les aurais jamais vraiment, je les aurais jamais faites en fait, ça c'est sûr. Tout serait resté dans les carnets. Euh, donc là, j'ai décidé de choisir, par exemple, donc je pense que dans le site, il y a un peu plus de 150 images, c'est quand même déjà grand. Je sais pas si on peut appeler ça un choix, mais ça reste quand même un choix par rapport à tout ce que j'avais. Voilà. Ok. Et donc, une question d'Anthony. As-tu des difficultés à enseigner l'IA? Et si oui, lesquelles? Ah oui, alors ça, c'est aussi une très bonne question. Euh, alors des difficultés, il y en a, ça c'est sûr. Elles sont de différents ordres, en tout cas des difficultés ou des forts enjeux. Alors déjà, la difficulté, c'est que déjà pour moi, ça me demande un énorme travail de compréhension technique, graphique et de concept, déjà pour que bah, moi-même je sois pas perdu aussi dans ce domaine. Alors ça, c'est quand même déjà une première chose qui est non négligeable, parce que bah, c'est quand même une difficulté, mais aussi dans le bon sens du terme, de pouvoir aller vers cette recherche, cette formation, cette approche-là, pour la transmettre. Alors, au niveau de la transmission, il y a plusieurs choses qui sont compliquées. La première, c'est que c'est un domaine qui est
tellement présente partout, et comme je le disais tout à l'heure, qui est à la fois grand public et spécialisée, dans les visions génériques, que ben, en fait, la génération des étudiantes et des étudiantes que j'ai le connaissent, vont probablement déjà même l'avoir déjà utilisé avec plein de biais Mm. et de méthodes qui sont à peaufiner, voire même des fois à revoir. Donc, c'est déjà une manière de rentrer dans un domaine complexe avec des habitudes qui sont déjà pas les bonnes. Donc, quand on arrive en second cycle et que on veut questionner des formats et des process différents, bah, c'est déjà pas simple parce que, bah, en fait, finalement, pourquoi expliquer que utiliser ChatGPT, c'est moins bien ou moins intéressant que leur propre API, qui est en fait finalement enfin, la même approche de départ. Sauf que utiliser l'API de monter un système, un système de connexion pour refaire leurs propres interfaces et le graphisme, en fait, amène d'autres questions. Mais encore une fois, finalement, qui sont pas fondamentales par rapport à l'intelligence artificielle. C'est de les questionner sur un travail d'interface, de culture graphique, numérique. Donc, voilà, dans les premières difficultés que j'ai en tête. Après, il y en a d'autres aussi qui sont structurelles. On a parlé des abonnements ce matin, que si on veut faire ses propres entraînements, bah, il faut aussi des machines qui sont plus ou moins coûteuses, qu'il faut savoir aussi utiliser. Donc, c'est un mélange, voilà, entre pouvoir utiliser ces systèmes-là, mais finalement, quand on aborde ce sujet-là, en tout cas dans l'enseignement ou dans la Mm. configuration dans laquelle je suis, probablement c'est déjà un sujet aussi de recherche de l'enseignant ou de l'enseignante. Ça permet de tisser des liens. Je sais pas si ça répond à la question, il y a beaucoup de... Enfin, il y avait plusieurs approches, mais... Enfin, toi, Oui, Alexandre, t'es sur peut-être ce. aussi confronté à la Ah, production de code, quoi, par exemple, notamment. alors, pour l'instant, moi, je suis pour la partie web. Oui, il y a parfois de Hmm. l'utilisation de code généré par ChatGPT, mais curieusement, la majorité des cas que j'ai, c'est plutôt du plagiat de tutoriels. Ah oui, Donc, ce qui est assez étonnant. Mais l'usage de ChatGPT, par exemple, pour produire du code, est assez limité dans mon cas, d'accord. même si je m'attendrais à beaucoup plus. Mais Oui, voilà, ouais, c'est vrai qu'on pourrait. parce que D'autant je l'interview. que, bah ouais, ouais. D'autant que hors question du coup esthétique et graphique et de style, pour le coup, elles sont très 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 efficaces quoi. Pour peu qu'on sache un peu comment la piloter et qu'on sache quand même où est-ce qu'on met les pieds, bon c'est comme tout évidemment. Avec quelques bases, c'est quand même une accélération de la production qui est euh, qui est gigantesque. Elle m'intéresse, hein, elle me questionne au moins autant que l'image d'ailleurs. Bah, c'est aussi une des difficultés, par exemple, pour aller vers Oui, la question de Anthony, puisque oui, elle c'est vrai. fait quand même partie du process, quoi. Ouais, je pense que dans mon cas, le fait d'avoir des étudiants plutôt de première année, deuxième année, Oui, qui débutent totalement en code, en fait, peut-être qu'ils essaient de faire des choses avec des LLM, mais bien sûr. ce qu'ils réceptionnent, ils ont peut-être pas encore la compréhension de Ouais, ouais, comment bien sûr, bien le sûr. réexploiter, le Hmm. réintégrer. Donc, Ouais, absolument. Oui, c'est ce que je effectivement, disais, en ça. fait. C'est très, très, très différent en fonction de à quelle étape de ta formation, ou de ton parcours, tu intègres l'intelligence artificielle, forcément, quoi. C'est ça. Eh bien, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions et si Étienne est disponible, on va pouvoir passer à notre dernière présentation. Alors, est-ce Eh ben, que... merci. Merci à toi.